Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui pour notre 200e épisode de Board Game 101. Wow, ça fait déjà 200 jeux que je vous explique en vidéo. Ça a passé tellement vite. Et pour ce 200e épisode, j'ai choisi un jeu qui avait un thème très particulier car il est inspiré d'une franchise de jeux vidéo que j'adore et que j'ai joué tous les jeux dans cette franchise-là. Il s'agit de God of War, le jeu de cartes, édité en 2019 par Command Game ou Simon, je ne sais plus trop comment les appeler. C'est un jeu des auteurs Alex Oltenu et Fel Barros. C'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs et les parties vont durer de 90 à 120 minutes. Le but du jeu va être de traverser deux tableaux, deux quêtes pour pouvoir arriver au boss final et essayer de le vaincre. Donc si on réussit à le battre, on va gagner la partie. C'est un jeu de cartes évidemment, c'est un jeu de deck building coopératif où les joueurs vont travailler ensemble, vont incarner les personnages de l'univers de God of War, donc évidemment Kratos, son fils Atreus, Freya ainsi que d'autres personnages du jeu. C'est basé sur la franchise de jeux vidéo mais plus spécifiquement sur le jeu God of War au PS4, donc le dernier de la franchise qui était sorti. Donc c'est basé sur les événements de ce jeu-là pour les personnages, pour les monstres qu'on va rencontrer aussi et les différentes quêtes qu'on devra faire pendant la partie. Alors God of War, le jeu de cartes, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense et comme on est lundi, on va lancer notre concours du lundi pour remporter une copie de jeu. On va installer une partie pour 2 joueurs. Alors, chacun des joueurs va se choisir un personnage. Ici, on aura Kratos et Atreus. On va chacun prendre leur plateau de personnages, leur standee, leur deck de départ qui est composé de 14 cartes identifiées au personnage. On va mélanger notre deck pour se faire une pioche de départ avec celui-ci. On va ensuite placer un marqueur de rage à la case 0 de notre piste de rage. Et on va donner le marqueur premier joueur au dernier joueur à avoir joué à un des jeux vidéo de God of War. Par la suite, on va se faire une pyramide avec des cartes quêtes. Donc on va prendre les 6 cartes quêtes qu'il y a dans le jeu. On va en sélectionner 3 au hasard et on va les placer sur la table pour se faire une pyramide. Donc avec une carte dans le bas de la pyramide et 2 cartes sur le deuxième étage. Par la suite, on va prendre les 4 cartes de boss et on va en sélectionner 3 parmi les 4 et on va aller les placer sur le 3e étage de notre pyramide de quêtes pour la partie. Donc les joueurs devront compléter 2 quêtes avant d'arriver à un des boss pour l'affronter et essayer de remporter la partie. La première carte quête en bas de notre pyramide sera la première quête qu'on devra faire au début de la partie. On va avoir le numéro de la quête dans le coin en haut à gauche, donc ce sera la quête numéro 1 qui s'appelle les voyageurs. On va avoir ensuite un petit texte narratif et on va avoir les conditions de victoire pour réussir cette quête qui sera de vaincre les 2 travelers là, qui seront dans cette scène. On va donc prendre les cartes du panorama de la quête numéro 1 et on va les placer sur la table sur leur côté blanc en respectant la position de chacune des cartes ici pour faire un panorama de 8 cartes qui vont représenter les différents ennemis qu'on devra affronter pendant cette quête qui sont justement les 2 voyageurs qu'on doit vaincre pour pouvoir réussir la quête, mais on aura aussi d'autres ennemis qui seront représentés sur les cartes du panorama. Le premier joueur va ensuite positionner son standee devant une des 4 colonnes du panorama, donc il pourrait commencer ici au début de la partie. Et le deuxième joueur va aussi placer son standee dans une des 4 colonnes. Il peut se placer dans la même colonne que l'autre joueur. On a un maximum de 2 personnages qu'on peut avoir dans une colonne. Si c'est le cas, on va avoir un personnage qui va être à l'avant, qui va subir les attaques et qui va protéger le personnage qui va être à l'arrière. Mais au début de la partie, tiens, on va décider de commencer ici avec Atreus et ici avec Kratos.
On va se faire une réserve avec les cartes poison, les cartes cristaux, les cartes de stun. On va mélanger le deck de cartes amélioration pour se faire une pioche qu'on va placer à côté du panorama, accessible à tous les joueurs. Et on va se faire des réserves avec les différents jetons. Donc les jetons de mort, les jetons de stun, les jetons communs qui peuvent avoir plusieurs utilités dans le jeu, les jetons de cartes supplémentaires, les jetons de moins de cartes dans les mains et les jetons de points de vie. Et on va placer le dé ennemi de défense à la portée de tous les joueurs. Une partie de God of War se joue en plusieurs rondes de jeu. À chacune des rondes, les joueurs vont utiliser les cartes qu'ils auront en main pour pouvoir lancer des attaques sur les monstres qui sont dans la scène représentée par la quête qu'ils doivent accomplir. Et lorsqu'ils réussiront à accomplir cette première quête, ils devront en choisir une deuxième parmi les deux proposées dans la pyramide. Et s'ils réussissent cette deuxième quête, par la suite, ils pourront sélectionner un des 3 boss finaux à affronter pour essayer de le vaincre et de gagner la partie. Avant évidemment que tous les joueurs ne soient assommés. À ce moment-là, tous les joueurs perdraient la partie. Chaque ronde de jeu se joue en 4 phases. La première phase est la phase de préparation. C'est dans cette phase que les joueurs vont piocher un certain nombre de cartes de leur deck pour constituer une main qu'ils pourront utiliser pendant la ronde en cours. On a une valeur de base de 7 cartes en main. Donc au début de la partie, chacun des joueurs va piocher 7 cartes pour constituer sa main. Mais en cours de partie, on pourrait gagner des jetons qui vont augmenter le nombre de cartes qu'on va avoir en main. Donc ici, si j'ai 2 jetons mauves, je vais avoir une valeur de main de 9, donc à ce moment-là, je vais piocher 9 cartes dans la phase de préparation. On peut aussi avoir des jetons négatifs, donc qui vont diminuer le nombre de cartes en main qu'on va avoir pour la ronde. À ce moment-là, au lieu de piocher 7 cartes, j'aurais seulement pioché 5 cartes, puisque j'ai 2 jetons négatifs pour le nombre de cartes en main. Si jamais les joueurs n'avaient pas assez de cartes dans leur deck pour piocher la valeur de cartes en main, donc si par exemple on est plus tard dans la partie et qu'il reste seulement 2 cartes dans mon deck, je vais piocher ces 2 cartes-là et par la suite je vais prendre ma défausse, je vais la mélanger et je vais me refaire une nouvelle pioche et je vais finir de piocher mes cartes pour monter ma main à 7 cartes. On passe ensuite à la deuxième phase, qui est la phase d'activation. C'est là que les joueurs pourront faire différentes actions dans le panorama. Premièrement, ils pourront se déplacer s'ils le veulent pour changer de colonne. Ils pourront aussi jouer des cartes pour pouvoir lancer des attaques sur les différents monstres qui se retrouvent sur le panorama. Ils pourront interagir avec différents éléments ou utiliser leurs habilités ultimes de rage si leur jeton rage est au bout de leur piste de rage. Il existe 5 types de cartes qu'on peut jouer dans notre tour de jeu. On a les cartes rouges qui nous serviront à faire des attaques en mêlée, qui pourront donc attaquer le monstre qui est devant nous dans la rangée du bas du panorama. On a les cartes jaunes qui sont des attaques à distance, qui peuvent donc attaquer les 2 monstres qui se retrouvent devant nous dans notre colonne du panorama, donc soit la carte devant nous ou la carte qui est juste au-dessus. On a ensuite les cartes bleues qui seront des cartes de défense que les joueurs pourront jouer lorsque les ennemis vont les attaquer pour réduire le nombre de dommages qu'ils vont subir. On a les cartes noires qui sont des cartes de modificateurs qui pourront être jumelées avec les cartes rouges, les cartes jaunes ou les cartes bleues pour pouvoir augmenter leur efficacité. Finalement, on va avoir les cartes mauves qui seront des cartes spéciales et qui pourront être jouées dans n'importe quel tour de jeu pour faire différents effets pour aider nos alliés. On retrouvera aussi des cartes multicolores. Donc ici, j'ai une carte qui est à moitié rouge et à moitié noire parce qu'elle a 2 effets. Donc je devrais choisir entre un des 2 effets, soit faire une attaque de mêlée, donc la partie rouge, ou soit faire un modificateur de +1 que je pourrais appliquer sur une attaque ou une défense à ce moment-là dans mon tour de jeu. Première action qu'un joueur peut faire dans son tour de jeu est l'action de déplacement. On peut la faire n'importe quand pendant notre activation, mais on a seulement un déplacement par ronde. Si je peux me déplacer dans n'importe quelle colonne, je ne suis pas obligé d'aller dans une colonne qui est adjacente, donc je pourrais m'en aller dans la dernière colonne. Si je m'en vais dans la colonne où il y a déjà un autre joueur, je vais décider si je me mets en position avant pour pouvoir le défendre ou si je vais aller me placer en position arrière, puis c'est plutôt lui qui va me défendre, c'est toujours le joueur qui est en avant qui va recevoir les
attaques. Si on est déjà 2 dans la même colonne, à ce moment-là, mon action de mouvement, on peut la prendre pour changer de position, pour pouvoir m'en aller en arrière à ce moment-là. Si je suis magané à ce moment-là, Atreus va pouvoir me défendre. Pour faire notre déplacement, il faut évidemment qu'il y ait une place dans la colonne où je veux m'en aller. Ça ne sera pas un problème dans une partie à 2 joueurs, parce qu'on a un maximum de 2 endroits pour se positionner dans chacune des colonnes, mais ça pourrait arriver dans une partie à 3 ou 4 joueurs lorsqu'on va avoir plus de personnages. À ce moment-là, je ne peux pas aller me déplacer à un endroit qui a déjà 2 personnages. Les cartes qui forment le panorama représentent à la fois les ennemis, mais aussi différents éléments de l'environnement qu'on pourrait utiliser à notre avantage lorsqu'on va interagir avec eux, ou des fois des coffres qu'on pourrait ouvrir si on réussit à trouver les runes qui sont cachées à l'intérieur du tableau. On peut avoir des effets qui vont faire retourner les cartes de l'autre côté, donc certaines cartes vont cacher différents éléments, et on va retrouver des icônes en bas des cartes ou en haut des cartes qui vont nous indiquer les conditions à respecter pour pouvoir faire retourner ces cartes. Par exemple, le voyageur qui est ici, on va retourner sa carte si on réussit à détruire ces 2 pièces d'armure. Les monstres qui sont ici, ici et là vont retourner de l'autre côté si on réussit à les vaincre. Et ici, le deuxième voyageur va se retourner de côté lorsqu'il va attaquer. Donc, il va se mettre en position vulnérable. À ce moment-là, on aura peut-être la chance de l'attaquer, puisque pour l'instant, son armure a une valeur infinie. Donc, lorsqu'on retrouve cette icône sur une carte, c'est qu'on peut interagir avec l'environnement qui est là et on va avoir la condition en haut de la carte qui va nous dire qu'est-ce qu'on doit défausser comme carte de notre main pour pouvoir faire cette interaction et quel effet aussi va avoir l'interaction. On nous demande de défausser 2 cartes jaunes. Donc, si Kratos défausse 2 cartes jaunes de sa main, ici on a une carte jaune et rouge, donc on peut le discarter comme une carte jaune et j'ai une autre carte jaune à ce moment-là. On va les mettre dans notre défausse et après ça, on va pouvoir faire l'effet qui est ici de faire retourner les 2 cartes qui sont en position centrale dans le haut du panorama, donc les 2 cartes qui sont ici. Si Kratos prend son action d'interaction, défausse ces 2 cartes, on va les retourner de l'autre côté et on va aller voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Donc ici, ça n'a rien changé. On voit que l'icône d'interaction vient de disparaître, donc on pouvait seulement le faire une fois, mais on voit que de l'autre côté, on vient de révéler une des runes qui nous permettra d'ouvrir le coffre qui est ici. Maintenant, comment faire pour attaquer des ennemis? Donc Kratos est dans la colonne qui est ici, donc il a un ennemi juste devant lui. Il peut l'attaquer soit avec une attaque en mêlée, les cartes rouges, ou avec une attaque à distance qui sont les cartes jaunes. Donc il va jouer des cartes de sa main pour initier une attaque. Donc ici, je pourrais commencer avec une attaque de mêlée qui commence avec une valeur de 2 de base. Je pourrais faire cette attaque-là d'une valeur de 2, mais je peux aussi décider de jouer des cartes noires pour augmenter la valeur de mon attaque. Donc si je joue cette carte à plus 2, maintenant mon attaque de mêlée va faire 4 points de dommage. Le monstre a 4 points de vie, mais il va lancer le dé de défense. Donc je pourrais jouer une autre carte pour être sûr de le vaincre. Donc je pourrais jouer un plus 3, donc ça va s'additionner. Donc 3 plus 2, 5, plus 2, 7. Donc ça fait une attaque de mêlée d'un total de 7. Après ça, on va lancer le dé de défense. Donc ici, par exemple, on va dire que l'ennemi a roulé la meilleure possibilité pour lui, qui est de 5. Donc il va bloquer 5 points de dégâts sur les 7 que j'aurais effectués. Et à ce moment-là, on va utiliser les jetons pour indiquer qu'on lui a infligé 2 points de dégâts. Et on va défausser les cartes qu'on vient de jouer pour avoir lancé cette attaque-là. Si j'avais réussi à lui infliger 4 points de dégâts, on voit que la condition pour retourner la carte était de le vaincre. À ce moment-là, j'aurais retourné la carte de l'autre côté et on aurait peut-être gagné un bénéfice ou découvert différents objets qui étaient cachés de l'autre côté. Après avoir fait son action d'interaction, son attaque, Kratos va décider d'utiliser son mouvement. Donc on peut l'utiliser n'importe quand dans notre tour de jeu et il va décider d'aller s'affronter contre le Traveler qui est ici pour pouvoir commencer à essayer de détruire son armure. Lorsqu'on s'attaque à l'armure d'un ennemi, on doit infliger la valeur de l'armure d'un seul coup avec une seule attaque, mais l'ennemi ne lancera pas le dé de défense contre son armure. Donc ici, j'ai une armure qui est à 10 et j'ai une armure qui est à 15. Donc je pourrais essayer de briser une des deux en lançant une grosse attaque. Donc ici, je pourrais commencer avec 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai réussi à faire 10 points de dégâts. À ce moment-là, on peut placer un jeton commun sur cette armure pour dire qu'elle a été détruite à cause de l'attaque que Kratos vient de lancer.
À chaque fois que les joueurs vont lancer une attaque, que ce soit une attaque de mêlée ou une attaque à distance, on remarque qu'il y a en dessous du symbole de l'attaque l'icône pour la rage. Donc à chaque fois qu'on va initier une attaque, on va augmenter de 1 sur notre piste de rage pour essayer de se rendre jusqu'au bout pour à ce moment-là avoir accès à notre pouvoir de rage. Donc en cours de partie, on va finir par l'atteindre. Et pendant notre tour de jeu, on peut dépenser toute la rage. Donc notre marqueur va revenir à 0 et on va pouvoir déclencher l'effet inscrit sur la fiche de notre personnage. Pour Kratos, c'est sa rage spartiate qui va lui donner plus 3 à son attaque et qui va lui permettre de se soigner de 3 blessures. Alors qu'Atreus va lancer ses oiseaux électriques pour faire 2 attaques de 2 dégâts sur 2 ennemis différents, mais ce sont des dégâts qui ne peuvent pas être bloqués. Lorsque Kratos a terminé de jouer des cartes, il n'est pas obligé de jouer toutes les cartes qu'il a dans sa main. Il peut s'en garder justement pour se défendre, donc les cartes bleues. Et il peut se garder des cartes mauves, qui sont des cartes spéciales qui peuvent être jouées même dans le tour des autres joueurs. Et il peut se garder aussi des cartes pour des bonus, donc des cartes d'augmentation, pour pouvoir augmenter ses cartes de défense. Alors, lorsqu'il a terminé son tour de jeu, on va passer à la phase d'activation du tableau. Donc, on va activer les ennemis. À ce moment-là, on va piocher la première carte du deck d'amélioration et on va aller regarder dans le haut de la carte, on va aller regarder quelle est la rune qui est inscrite. On a 4 sortes de runes qu'on retrouve sur les cartes d'ennemis, donc la rune qu'on vient de piocher va nous dire quels ennemis vont s'activer, donc l'espèce de rune poisson, on la retrouve sur l'ennemi qui est ici, qu'on avait endommagé tout à l'heure, donc lui va s'activer, il va lancer son attaque de mêlée, et on la retrouve aussi sur le voyageur qui est ici dans le coin, donc lui aussi va pouvoir s'activer. Lorsque plusieurs ennemis s'activent, on va commencer par activer les ennemis de la rangée du haut, donc de gauche à droite, et par la suite on va activer la rangée du bas de gauche à droite. Donc notre voyageur qui est ici va pouvoir attaquer en premier. On voit quelle colonne il attaque avec son attaque de mêlée, comme c'est une hache, il fait une attaque de mêlée. Il attaque la colonne devant lui, donc s'il y avait un héros ici, il l'attaquerait, et il attaque la colonne qui est à côté de lui, donc il n'y a aucun héros dans ces 2 cases-là, donc à ce moment-là, il n'attaque personne. Par contre, lui, lorsqu'il lance une attaque, il va se retourner de l'autre côté, donc on va tout simplement retourner sa carte de l'autre côté, et on voit à ce moment-là qu'il est vulnérable, on voit ses points de vie, donc ce serait le moment d'essayer de l'attaquer. Par la suite, on va avoir l'autre monstre qui va s'activer. Lui aussi va attaquer en mêlée, il va attaquer la colonne devant lui, la colonne à sa gauche et à sa droite. Donc il va attaquer ces 3 colonnes-là. Il va donc attaquer Kratos avec son attaque qui va faire 2 de dégâts. À ce moment-là, Kratos va devoir jouer des cartes de défense de sa main. Donc on pourrait dire qu'il s'était gardé 1+1 pour pouvoir bloquer. S'il avait encore des cartes noires dans sa main, il pourrait augmenter la valeur de sa défense. Donc je pourrais augmenter ma défense à 3, ce qui annulerait tous les dégâts de cette attaque-là. Et à ce moment-là, je ne recevrai pas de blessure sur ma fiche de personnage. Mais si je n'avais plus de carte noire en main, que je réussis juste à jouer celle-ci, à ce moment-là, Kratos va diminuer l'attaque de 1, mais il va manger une blessure. On va placer une blessure sur sa fiche de personnage. Si jamais un héros subit des blessures et qu'il arrive avec des blessures qui sont égales ou supérieures à son nombre de points de vie sur sa fiche de personnage, alors ce héros sera assommé. On va retirer son personnage du jeu, il va le déposer couché sur sa fiche de personnage. Il ne prendra plus de tour de jeu dans sa phase d'activation, mais on va quand même activer le tableau à son tour de jeu comme on vient de le faire en piochant une carte pour activer les différents ennemis. Par contre, il pourra participer à la phase d'amélioration pour gagner des nouvelles cartes et améliorer son deck. Et il pourra revenir aider les autres joueurs dans la prochaine quête. Donc lorsqu'on choisira une deuxième quête, à ce moment-là, il pourra revenir dans la partie. Si tous les héros sont assommés en même temps, évidemment, les joueurs vont perdre la partie et ce seront les monstres qui l'auront emporté. Une fois l'activation du tableau du tour de Kratos terminée, ce sera Atreus qui va commencer son tour de jeu, qui va utiliser ses cartes en main pour pouvoir lancer des attaques, faire différentes choses, essayer d'attaquer les ennemis ou d'interagir avec différentes parties du tableau. Lorsqu'il aura fini son tour de jeu, à ce moment-là, on va repiocher une deuxième carte pour pouvoir activer les ennemis à nouveau. Donc ici, on voit que j'ai la rune du X. Donc la rune du X, on la retrouve sur cet ennemi qui est là. Et on la retrouve sur cet ennemi qui est ici. Ce sont des attaques en
à distance, en fait, la petite flèche. Les attaques à distance vont toujours attaquer la colonne la plus loin de cet ennemi-là. Donc pour lui, la colonne la plus loin, ce sera la dernière à l'autre côté. Donc il va attaquer Atreus, il va l'attaquer de 2. On va dire qu'Atreus n'avait plus de carte de défense, ça va lui faire 2 blessures. Et lorsqu'il aura attaqué, il va se retourner de l'autre côté. Donc il va redevenir avec son armure infinie. On devra attendre qu'il nous attaque pour qu'il se remette vulnérable. Pour notre autre ennemi qui est ici, il va attaquer l'ennemi le plus loin, donc ce serait Kratos, il va l'attaquer de 2. Donc on va infliger 2 blessures à Kratos puisqu'il n'a plus d'autres cartes de défense dans sa main. Une fois les 2 activations du tableau, donc une pour chacun de nos joueurs, à ce moment-là, on va activer le tableau une fois supplémentaire. Donc c'est la 3e phase de la ronde, c'est l'activation supplémentaire du tableau. On va donc retourner une autre carte. Ici, on a la magnifique rune de la patte d'oiseau. Donc ce serait notre ennemi qui est ici, qui va attaquer la colonne qui est devant lui, la colonne à sa gauche, à sa droite. Donc il va attaquer nos 2 héros. Si jamais nos 2 héros avaient été dans la même colonne, les uns en arrière des autres, à ce moment-là, c'est seulement le joueur en avant qui va se faire attaquer. Donc on va dire que Kratos ici s'était placé pour protéger son fils. You're not ready, boy. Et il va manger une attaque de 3 dégâts. Donc 1, 2, 3 à ce moment-là. Donc ça peut descendre assez vite. On passe ensuite à la phase 4, qui est la phase d'amélioration. Premièrement, les joueurs vont défausser toutes les cartes qu'ils avaient jouées, donc ils ont une défausse. S'ils ont encore des cartes en main à ce moment-là, ils vont devoir les défausser. Donc ils vont vider toutes les cartes qui leur restaient en main pour les placer dans leur défausse. Le joueur qui est le premier joueur va ensuite choisir une des 3 cartes qu'on a retournées pour faire les attaques des ennemis pour pouvoir la gagner dans son deck. Donc on a le choix entre les cartes qui sont là, ou si on veut pas aucune des cartes qui est là, on peut prendre une carte de notre défausse et la retirer de la partie. Donc c'est comme ça qu'on peut réussir à épurer notre deck. Donc soit qu'on gagne une nouvelle carte, soit qu'on épure une carte de notre défausse. Lorsqu'on gagne une nouvelle carte, cette nouvelle carte-là sera déposée sur le dessus de notre deck. Donc on est sûr de la piocher pour la prochaine ronde de jeu. Par la suite, Atreus va faire la même chose, va se choisir une carte qui va aller placer sur le dessus de son deck. La carte qui n'a pas été choisie va être tout simplement remise sous la pioche de carte amélioration et finalement, on va passer le jeton premier joueur à l'autre joueur pour pouvoir débuter une nouvelle ronde de jeu. Lorsqu'on va réussir à terminer l'objectif de notre quête, donc ici c'est de battre les 2 voyageurs, à ce moment-là ça va mettre fin à la quête, on va tout simplement défausser toutes les cartes du panorama, on va ensuite se soigner, donc on va enlever toutes les blessures qui sont sur nos héros, on va perdre la rage qu'on avait accumulée à ce moment-là, donc les héros vont revenir à 0 de rage sur leurs pistes respectives. Et si jamais on avait gagné des cartes de poison, de cristaux ou de stun qui sont encore dans notre deck, on va retirer ces cartes de notre deck. On ne les emmènera pas avec nous pour la prochaine quête. Par la suite, on va aller justement choisir la prochaine quête parmi les 2 qui sont dans le 2e étage de notre pyramide. Donc ici, je pourrais aller affronter l'ogre ou aller affronter les elfes noirs à Alfheim. Donc on va décider d'aller affronter l'ogre. À ce moment-là, on va retourner l'autre carte de l'autre côté et on va subir son effet d'Endurance qui sera un effet négatif sur les joueurs au début de la prochaine quête. Par exemple, cette carte va donner à chacun des joueurs une carte poison qu'ils devront mélanger dans leur deck au début de la 2e quête. Les joueurs vont aussi réinitialiser leur deck avec leur défausse, ils vont mélanger tout ça pour refaire leur deck pour commencer la 2e quête. Pour vous laisser quelques surprises, je ne vous montrerai pas les autres panoramas des autres quêtes. Donc une fois la quête de l'ogre terminée, les joueurs vont aller sélectionner un des 3 boss pour l'affronter, pour essayer de gagner la partie. Donc on pourrait décider de l'affronter la reine des Valkyries, évidemment, qui est le boss le plus dur dans le jeu vidéo. Et à ce moment-là, on va retourner les 2 autres cartes boss et on va subir 2 effets d'Endurance qui vont s'appliquer au début de la bataille finale avec la reine des Valkyries. Si jamais les joueurs réussissent à vaincre le boss final, à ce moment-là, ils vont gagner la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à God of War, le jeu de cartes. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de God of War, le jeu de cartes? Premièrement, je suis un gros fan du jeu vidéo. Donc j'ai fait God of War 1, 2, 3. J'ai fait le God of War au PS4, celui qui est basé sur ce jeu-là.
Donc je connaissais déjà beaucoup les personnages, je connaissais déjà beaucoup l'univers, donc j'étais déjà un fan de ce thème-là. Mais je pense qu'il est vraiment bien rendu dans le jeu. Si vous avez joué aux jeux vidéo, justement, vous allez reconnaître beaucoup de choses. Le fonctionnement des monstres, donc comment les vaincre, comment le panorama va agir avec ces monstres-là pour les battre. Donc si vous avez battu ces jeux-là dans le jeu vidéo, ben, vous allez avoir déjà un peu les trucs pour les battre. Vous allez voir que ces choses-là, très thématiques, ont été reprises dans le jeu de cartes. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Le système de panorama qui en fait te donne le feeling d'être dans un jeu vidéo. C'est comme s'il fallait faire comme 2 tableaux avant d'arriver au boss. Puis après ça on arrive au boss, on essaye de le vaincre. Puis ça fait un petit feeling aussi de surprise. Donc c'est comme ok, on arrive, les ennemis sont invincibles au début, je sais pas trop comment les vaincre. Ok, ben là je vais aller interagir avec telle place. Là on commence à flipper des cartes. Ah ben là ça va avoir tel effet. Puis là je peux faire ça avec tel jeton. Puis après ça on va être capable de l'attaquer. Ou on va jouer telle sorte de carte pour faire des effets spéciaux. Fait qu'il y a vraiment des belles surprises. Puis encore une fois, pour les boss, c'est la même chose. Puis ça te donne un gros feeling de jeu vidéo. Quand tu arrives dans un boss, dans un jeu vidéo, pour la première fois, t'es comme je sais pas comment le battre. T'essayes, souvent tu vas mourir plusieurs fois avant d'être capable de le vaincre. Donc tu as vraiment ce feeling-là d'apprentissage, de surprise qui est le fun. La première fois que tu fais un tableau, tu sais pas trop ce que l'autre bord des cartes. Des fois tu sais pas trop comment vaincre l'ennemi en partant. Il va falloir que tu explores, tu fasses retourner les cartes, tu fasses d'autres affaires autour. Tu as des tableaux qui ont des règles spéciales aussi. Fait que c'est vraiment très varié pour comment on va arriver à vaincre les ennemis. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et c'était toujours très thématique avec ce que les ennemis font pour vrai dans le jeu vidéo. Donc si vous avez déjà battu les ogres dans le jeu vidéo, ben vous vous attendez à ce que vous allez embarquer sur l'ogre dans le jeu de cartes aussi pour pouvoir l'utiliser pour aller vaincre les ennemis. Donc c'est vraiment très le fun. Je pense qu'ils ont fait une belle adaptation justement de cet univers-là puis des mécaniques du jeu vidéo transposées dans le jeu de cartes. Le jeu est coopératif, il demande quand même une bonne coopération entre les joueurs, donc des fois d'aller se placer en arrière de nos joueurs pour qu'ils nous protègent parce qu'on n'a pas beaucoup de points de vie, puis si on joue justement à 4 joueurs, on peut mourir assez vite parce qu'il peut y avoir beaucoup d'activation avant que ça revienne dans notre tour, fait que si on n'a pas beaucoup de défense ou si on est blessé, on est mal positionné, on peut tomber mort assez rapidement, donc il faut faire attention. Il faut essayer de se bâtir des decks aussi pour que, ok, il y en a un qui sait peut-être plus support, un qui va être vraiment fort en attaque à distance, l'autre qui va être fort en attaque de mêlée. Fait que la manière qu'on bâtit nos decks, on va essayer d'être complémentaires et d'être vraiment une équipe vraiment soudée qui va se soutenir. Fait que le côté coop est intéressant. Le petit côté deck building, je le trouve vraiment le fun, puis ça fait changement des deck building classiques. On n'a pas de ressources à gérer en fait. Souvent dans un deck building, on a des ressources d'achat. Ok, ben là j'ai 5 d'achats, je vais acheter une grosse carte, etc. Alors que là, ben tout simplement à chaque ronde, tout le monde va gagner une carte ou tout le monde peut épurer une carte si tu veux pas gagner les cartes qui sont présentement sur la table. Fait que je trouve ça intéressant. Tu as juste besoin de te focusser sur bâtir ton deck, qu'est-ce que tu veux comme combo, comme synergie, puis là, ok, ben ces cartes-là ne fit pas trop avec ce que j'ai, fait que là, je vais aller enlever une de mes cartes de départ qui est pas trop bonne, puis là, le tour d'après, ben là, cette carte-là, elle fit vraiment avec mon deck, moi, je vais la prendre, toi, tu vas prendre celle-là, fait qu'on peut comme discuter pour savoir qui va prendre quelle carte pour que ce soit le mieux pour nos decks, qu'on soit encore une fois une équipe encore plus efficace, fait que ça, j'ai trouvé ça le fun. Un mode solo que j'ai essayé, je m'en viens pas pire en mode solo. En fait, c'est que tu joues Kratos, ce qui est quand même logique parce que c'est lui que tu joues quand tu joues le jeu vidéo. Puis tu vas mettre les fiches de Atreus puis de Myrmir, qui est l'espèce de petite tête que tu traînes avec toi. Tu vas les mettre du côté solo, donc ils n'ont pas une fiche de personnage normal que de l'autre côté. Ils vont avoir 2 petits pouvoirs chacun que tu vas pouvoir utiliser. Fait que quand tu l'utilises, tu vas mettre un jeton dessus. Puis quand tu vas faire ton habilité de rage, ben, tu vas pouvoir resetter ces habilités-là puis les réutiliser. Fait que je trouve que ça donne quand même beaucoup d'outillage puis des petites habilités intéressantes pour le mode solo. Puis ça se fait vraiment bien. Fait que tu as juste un deck à gérer. Ça, j'aime ça beaucoup. Mais ça te donne des petites habilités autour pour pouvoir avoir d'autres outils dans ton coffre pour pouvoir progresser. La première partie que j'ai faite, je l'avais joué solo pour apprendre le jeu puis voir un peu à quoi ça ressemblait. Puis j'ai vraiment bien aimé ça. Donc ça joue super bien en solo. Donc si vous êtes fan de ce style-là, ça peut être très bon pour vous. Ensuite, pour ce que j'ai moins aimé, le côté artistique, ben, des panoramas il est super beau en fait, mais j'ai trouvé que pour les cartes qui ont été vraiment paresseux, donc les cartes de personnages, ben tu sais, c'est comme la même image qui est 14 fois sur tes cartes de personnages, c'est comme c'est pas super beau. Les cartes d'amélioration qu'on achète,
Ils n'ont aucune saveur, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas d'image, il n'y a aucune illustration. Donc j'ai trouvé ça très très paresseux comme design graphique pour les cartes. Mais au moins les panoramas, tout ça, c'est super beau visuellement. Puis tu sais, tous les éléments qu'on retrouve là-dedans, c'est cool. Mais ça, pour les cartes, j'ai pas capoté là-dessus. Des standees dans un jeu de Simon alors que tu t'attends à avoir des figurines, c'est comme ah! Donc j'aurais aimé ça avoir des belles petites figurines de God of War, donc ça aurait été vraiment cool dans ce jeu-là. Puis il n'y en a pas 40 figurines, il y en a eu dans le jeu, il y a comme 6 personnages. Donc tu aurais eu 6 figurines à faire, ça aurait rajouté un petit quelque chose de voir des figurines de God of War prendre vie dans des figurines en plastique. Donc ça, j'aurais aimé ça. Ensuite, côté rejouabilité, le jeu est vraiment le fun quand c'est la première fois que tu fais une quête ou quand c'est la première fois que tu fais un boss. La deuxième fois, ben, c'est comme quand tu joues à un jeu vidéo pour la deuxième fois. Tu connais déjà la gimmick du boss, tu sais comment le battre, c'est plus facile, tu n'as pas de surprise. Donc c'est sûr que la deuxième fois que tu rejoues un tableau que tu as déjà joué, la deuxième fois que tu rejoues un boss que tu as déjà joué, on dirait que c'est moins le fun, tu as moins d'excitation parce que tu n'as plus ces surprises-là, tu sais qu'est-ce qui va arriver, tu sais qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord de chacune des cartes. Donc c'est sûr que la rejouabilité va en prendre un petit coup, que ça te donne moins le goût de rejouer à ce moment-là quand tu as tout fait les tableaux, que tu as tout fait les boss. Évidemment, tu en voudrais plus, c'est un jeu que ça va être tellement facile de faire des extensions. Donc on attend ça avec impatience. Puis le jeu a des petites longueurs, donc ça peut quand même être long une partie, là, ça peut facilement prendre 2 heures et plus pour une partie de ce jeu-là. Donc ça commence à s'étirer de temps en temps. Et des fois, ça peut arriver que dans le début d'un tableau, souvent c'est vrai que tu as le plus de chances de mourir en fait, de te faire assommer. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup de choses qui se passent au début des tableaux, on n'a rien de vaincu, tout ça. Donc des fois, tu peux commencer un tableau, tu t'es assommé, mais là tu joues plus pendant quasiment 45 minutes, 1 heure, tu tournes les pouces un petit peu. Oui, tu vas choisir une carte dans la phase d'upgrade, mais tu joues plus ou tu trouves le temps long à ce moment-là. Fait que ça, j'ai trouvé ça un petit peu plate pour ce côté-là. Pour les longueurs, quand tu te fais tuer, c'est vraiment long, puis avant que tu reviennes. Puis le jeu en tant que tel, la partie, elle a peut-être une petite demi-heure de trop là, qu'on aurait pu essayer de couper à ce moment-là pour que ce soit un petit peu plus court. Somme toute, quand je vois un jeu de société inspiré d'un jeu vidéo, j'ai jamais trop d'attentes, donc souvent ça a été plus des flops que d'autres choses, mais je pense qu'avec God of War, ils ont vraiment fait de quoi de fantastique, un gameplay super original avec les panoramas de cartes, donc c'est vraiment le fun, comment c'est interactif, comment on va avoir une espèce de petite excitation de pas savoir ce qui se passe trop, puis de pas savoir comment vaincre ce boss-là, tant qu'on l'a pas essayé, puis qu'on n'a pas commencé le tableau, fait que ça je trouve ça vraiment le fun, c'est rafraîchissant comme gameplay. Pour un petit deck building, on gère juste notre deck, ça j'ai trouvé ça super intéressant, t'as pas à gérer des ressources mais une économie pour pouvoir te permettre d'acheter des meilleures cartes, tu fais juste choisir une carte, fait que ça c'est vraiment le fun. Je vais lui donner une note de B, donc pour moi c'est un bon jeu qui a des super mécaniques originales puis que j'ai vraiment eu du fun à jouer, mais je pense que ce qui le pénalise un petit peu c'est le côté rejouabilité parce que justement quand on connaît les tableaux, on connaît les punchs des boss, donc c'est moins intéressant, on a moins le goût d'y rejouer après avoir découvert ces choses-là. Mais la première fois qu'on le fait, c'est vraiment des super belles expériences de jeu. Donc je vous le conseille fortement. Que vous connaissiez la franchise, c'est sûr que ça va être encore plus fun parce que c'est très thématique. Donc ils ont vraiment repris les éléments dans le jeu vidéo puis qu'ils ont transmis ça dans le jeu de cartes. Fait que ça, c'est super bien fait. On aurait aimé des figurines, on aurait aimé un visuel artistique pour les cartes, un peu plus de saveur. Bref, c'est un jeu qui a quand même beaucoup de positifs, qui a ses petits points négatifs aussi à lui. C'est pour ça que je lui donne une note de B. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi, on va donc lancer notre concours du lundi pour gagner une copie de God of War, le jeu de cartes. Avant de vous dire comment participer, on va annoncer notre gagnant de la semaine dernière. On faisait tirer le jeu de cartes Eternal Chronicle of the Throne, petit jeu de deck building aussi. Donc notre gagnant pour Eternal Chronicle of the Throne, c'est long à dire comme titre, est Christopher Drouin. Donc félicitations Christopher, tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées, qu'on puisse t'envoyer ton prix. Pour participer à notre concours cette semaine, c'est simple, vous n'avez qu'à répondre à la question du jour dans les commentaires YouTube sous la vidéo.
Et la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu vidéo favori? Donc, comme God of War est inspiré d'un jeu vidéo, quel est votre jeu vidéo favori? Vous répondez à ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour participer à notre concours cette semaine. On vous laisse jusqu'au dimanche 8 septembre pour participer jusqu'à midi, heure de l'Est. C'est ouvert à tous, que vous soyez en Amérique, en Europe, en Australie, en Afrique, peu importe où vous êtes sur la planète, vous pouvez participer. Et si vous nous supportez sur Patreon pour 5$ et plus, vous avez une participation automatique au concours. Et si vous participez avec les commentaires, vous aurez une deuxième participation. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas de l'écran pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez venir nous supporter sur notre campagne Patreon si vous appréciez le contenu qu'on crée sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.